Bonjour Yves Bonnet. Bonjour. Vous êtes ex-directeur de la direction de la surveillance du territoire. Vous êtes président du Centre international de recherche et d'études sur le terrorisme. Donc, je voudrais d'abord vous demander, Emmanuel Macron, qui vient d'être élu à la présidence de la République française, propose une task force anti-Daesh pour lutter contre le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette mesure va être efficace? Je pense que ce sont des mots, c'est un discours. Moi, je pense que le terrorisme, on le combat par l'action. Et je ne pense pas, je sais que la lutte contre le terrorisme commence par la culture du renseignement et du renseignement humain. Il faut en revenir au renseignement humain qui est plus important et beaucoup plus fondamental que le renseignement technologique, même si le renseignement technologique ne doit pas être écarté. Et je crois qu'il ne suffit pas de dire il faut lutter contre le terrorisme, il faut que, il n'y a qu'à faucon, comme on dit en France. Tout ça, ce sont des mots. Je crois et je crains que M. Macron n'ait aucune expérience de la lutte contre le terrorisme et par conséquent, moi, je l'attends aux actes, aux faits et à rien d'autre. Il y a aussi la question de l'efficacité de l'état d'urgence. Pensez-vous que Emmanuel Macron puisse être capable de lever cet état d'urgence en vue du fait qu'il y avait quand même une attaque terroriste avant le premier tour? C'est la même chose. L'état d'urgence ne sert à rien. Le plan Vigipirate dont on nous a parlé ne sert à rien. Ce n'est pas en mettant des gens dans la rue qui se promènent avec des fusils ou des pistolets mitrailleurs qu'on écarte les attentats. Je vous donne l'exemple de Toulouse, où un homme tout seul, Mohamed Merah, a réussi à tuer quand même un certain nombre de gens, alors que le plan Vigipirate était en marche, était en fonction, y compris devant une école juive qui était protégée par le plan Vigipirate. Donc l'état d'urgence, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien. Mais que faut-il faire alors? Que faut-il faire? Il faut revenir alors deux choses. Il faut, très simple et très clair, il faut évidemment privilégier le renseignement, le renseignement humain que l'on recueille en amont, donc recruter des sources, mais ceci sur des périodes évidemment très longues, et privilégier la coopération internationale. Bon. On doit impérativement cultiver nos relations avec un certain nombre de pays, y compris avec des pays jugés sensibles, impurs, tout ce que vous voulez. Là, il n'est pas question d'évacuer la collaboration avec qui que ce soit. Je vous donne un exemple avec les services syriens. Il est certain qu'il faut travailler avec les services syriens. Pourquoi alors cette coopération a été suspendue? Pour des raisons politiques. Parce que sous l'influence d'un certain nombre de pays, alors les monarchies du Golfe, clairement, les Américains, Israël, nous avons abandonné ou nous n'avons pas suffisamment cultivé nos relations avec les services des pays qui, eux, sont directement concernés par la lutte contre le terrorisme et on voit le résultat. J'ai engagé une coopération avec l'OLP, avec la Syrie, à l'époque, maintenant on l'a abandonné. Il faut reprendre toutes ces coopérations avec les Russes, bien évidemment. Justement, quelles sont les perspectives de la collaboration avec la Russie? Je crois que ça ne marche pas trop mal, si vous voulez. Mais nous aurions dû nous impliquer davantage lorsque la Russie était concernée par des problèmes en Tchétchénie. Au lieu de critiquer les Russes, de dénoncer la barbarie des Russes, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, il fallait aider les Russes, il fallait travailler avec eux. Nous ne pouvons pas nous passer de collaboration comme celle-là. Donc la coopération internationale, mais étendue d'abord avec les pays qui sont directement concernés et qui souvent ont d'excellents services. D'excellents services. Comment évaluez-vous actuellement la menace terroriste en France? Est-ce qu'elle est élevée? La menace terroriste, il ne faut rien exagérer. Moi je pense que si un pays n'est pas suffisamment majeur pour supporter un certain nombre d'attentats, si on doit s'affoler à chaque fois qu'une personne ou 10 personnes ou 20 personnes ou 100 personnes se font tuer, alors nous sommes très très mal partis. Moi je pense que la mise en spectacle des morts, d'abord c'est quelque chose d'indécent et c'est contre-productif. Vous voulez dire la mise en spectacle par les médias?
Par le gouvernement. Par le gouvernement. Quand on enterre tous les soldats qui meurent à droite et à gauche, heureusement ils n'en meurent pas beaucoup, à chaque fois dans la cour des Invalides. Écoutez, si on avait enterré tous les soldats soviétiques avec cette débauche de moyens et de solennité, vous n'en seriez pas sortis. Et ni nous non plus. Hein. Moi j'ai connu la guerre d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie. Bon, eh bien, nous avons eu 30 000 morts pendant la guerre d'Algérie. On a eu 30 000 morts. Hein. Bon. Il faut savoir, il faut que la nation garde sa dignité, hein, et il faut qu'elle montre aux terroristes que justement ce genre d'attentat ne la touche pas. Hein. Une nation majeure, une nation forte, elle montre qu'elle est forte et elle ne va pas pleurnicher à chaque fois que nous avons des morts. Bon, c'est ma conception, hein, on n'est pas obligé de la partager, mais je suis sûr que c'est la bonne. Et qu'en est-il justement de l'efficacité des services français en ce moment dans leur lutte contre le terrorisme? Les Français, vous savez, ils sont... les Français ont finalement de bons réflexes, ils ne s'affolent pas dans la lutte contre le terrorisme. Alors ça, c'est au niveau de l'opinion. Au niveau des services, la DGSI, qui est l'ancienne DST, travaille bien. Moi, j'ai toujours défendu les résultats qu'ils obtiennent. Je souhaite qu'ils aillent beaucoup plus loin dans la coopération, je vous l'ai dit, avec les pays arabes et singulièrement avec les pays arabes laïcs, enfin ceux qu'ils sont encore, hein, avec un certain nombre de pays comme la Russie, que nous n'ayons, non seulement que nous n'ayons pas d'exclusive, mais que nous allions très très loin. Nous avons engagé des coopérations antiterroristes depuis très longtemps. Hein. Il existe des institutions auxquelles j'ai participé, avec des échanges de renseignements. Il y a des procédures d'alerte qui doivent être, d'alerte instantanée, qui doivent être, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, bien sûr, qui doivent être mises en place. Il y a la mise en place de fichiers communs, l'accès à des données communes. Ça, c'est très très important. Il faut que nous ouvrions nos fichiers, par exemple au FSB. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune contre-indication, au contraire. Doit-on s'attendre à de nouvelles attaques terroristes en France? Bien sûr, on en aura d'autres. Oui, mais Et vous l'expliquez pourquoi? Je crois que le terrorisme, c'est la réponse du faible au fort. Bon. Donc c'est une réponse qui est a priori facile. Quand en plus vous ajoutez à tout ceci une fanatisation de certaines catégories de la population, évidemment que le terrorisme devient une expression facile et relativement courante. Mais moi je trouve que, là encore, au risque de choquer, je ne trouve pas que les attentats terroristes soient tellement nombreux. J'ai connu la période de la guerre d'Algérie, où nous luttions évidemment contre le FLN. Il y avait des attentats tous les jours. Tous les jours. Mais le général de Gaulle était au pouvoir et c'était autre chose. Et on n'en parlait pas. Mais on vit maintenant dans une époque différente où chaque attentat marque des esprits. Oui, parce que les médias jouent un rôle qui, à mon avis, est tout à fait regrettable. Les attentats terroristes, moins on en parle, mieux ça vaut. Non, donc vous voulez dire que la population ne devrait pas savoir les modalités Non, mais il faut banaliser. Il faut banaliser. Hein. Il est certain que... je vais reprendre l'exemple de l'Algérie. Vous lisez dans les journaux algériens que trois terroristes ont été abattus à Larbat, etc., etc. Et on n'en fait pas toute une histoire. Mais nous, en étant toujours en train de claironner des succès qui sont d'ailleurs incontrôlables, de démantèlement de réseaux terroristes, souvent pour des raisons de politique, de propagande politique. Il faut dire les choses, encore une fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ça ne fait pas avancer du tout nos affaires. Donc il faut apprendre à vivre avec la menace terroriste. Il faut vivre avec la menace terroriste, il faut apprendre à la banaliser, et il faut apprendre à globaliser la réponse que nous apportons à la menace terroriste en nous associant de manière la plus étroite possible, en respectant les souverainetés, c'est bien sûr les souverainetés nationales, mais en globalisant la réponse.
et en échangeant le maximum d'informations avec les services qui font le même métier que nous et qui ont les mêmes ennemis que nous. Et pas d'exclusive, là aussi. Il ne faut pas dire, par exemple, que la Tchétchénie ne nous concerne pas. Je vais vous dire une chose, quand j'étais à la DST, bon, nous étions évidemment, nous avions des relations quand même complètement informelles avec nos petits camarades du KGB. Bon. C'était nos adversaires, mais enfin on se respectait. Et ils nous disaient déjà à l'époque, je me souviens très bien, ils nous disaient, méfiez-vous, les ennemis, ce n'est pas nous, ce sont les islamistes. Les gens du KGB nous disaient ça dans les années 80. Ils nous disaient, méfiez-vous, vous verrez, nous nous retrouverons côte à côte pour lutter contre les islamistes. Les gens du KGB nous disaient ça. Alors, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Bon, à l'époque, ce n'était pas très concevable, parce que, bon, il y avait l'OTAN, il y avait le pacte de Varsovie, il y avait la menace de la guerre des étoiles, bon, tout ceci. Mais c'est fini, ça. La Russie n'est pas l'ennemi de la France, la Russie n'attaquera jamais la France. Mais il y a quand même, dans le cadre de l'OTAN, il y a des renforcements des dispositifs sécuritaires. L'OTAN s'élargit vers l'Est, donc ça veut dire que la Russie est considérée comme une menace potentielle en Europe et contre l'OTAN. Non, mais l'OTAN, c'est l'OTAN. Je pense que la perception de la menace russe par l'OTAN est une perception volontairement très exagérée. L'OTAN, c'est un organisme qui, comme tous les organismes, tient à perdurer. Et la seule raison de vivre et d'exister de l'OTAN, c'est vous. Les Russes ? Ben, oui, vous, les Russes, oui, c'est pas moi. C'est vous. Mais, vous comprenez, vous n'êtes plus les méchants. Mais la menace soviétique, elle a complètement disparu, d'abord parce que l'Union soviétique a disparu. Mais l'OTAN existe toujours et la France y fait partie maintenant. Non, mais la France, oui, mais ça c'est profondément déplorable. Que la France soit revenue dans l'OTAN, personnellement, je suis totalement contre. Enfin, ma voix compte pas beaucoup, mais je suis totalement contre. Je pense que c'est une énorme erreur. Non seulement il ne fallait pas revenir dans l'OTAN, mais je vous dis, il faut dissoudre l'OTAN. Bon, j'ai vu ce que l'OTAN a fait en particulier dans l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire mener des guerres sans mandat international, rien du tout. L'OTAN maintenant va s'occuper je crois qu'ils interviennent en Afghanistan. Il faudra m'expliquer que l'Afghanistan se trouve dans l'Atlantique Nord, parce que l'OTAN c'est l'Atlantique Nord. Non, l'OTAN c'est devenue une institution dont je considère qu'elle est aujourd'hui plus dangereuse que bénéfique. Elle est dangereuse, parce qu'il faut quand même c'est pas la peine d'aller chatouiller les Russes, là où ils ne demandent rien. C'est pas la peine d'aller vous énerver. Il ne faut pas chatouiller l'ours russe. Il y a quand même plusieurs responsables américains qui ont évoqué l'ingérence russe dans l'élection américaine. Maintenant, il est question d'ingérence russe dans l'élection française. En tout cas, les responsables du mouvement d'Emmanuel Macron ont plusieurs fois évoqué les attaques, cyberattaques russes contre le candidat et maintenant président. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est exactement le contraire qui s'est passé, parce que je pense que les Russes ne sont pas du tout intervenus dans l'élection française. Par contre, un certain nombre de gros intérêts financiers, français, internationaux, israéliens en particulier, sont clairement intervenus dans la campagne française en soutenant la campagne de M. Macron. Pourquoi alors on parle tout le temps de la Russie ? Parce que vous savez, c'est le chiffon rouge, c'est le grand méchant qu'on essaie. Non, mais ça ne marche plus. Bon, en France, les gens ne croient plus du tout ça, je vous rassure. Heureusement. Mais c'est pour essayer de faire croire que la Russie intervient dans les élections. Moi, je ne vois pas très bien comment les Russes, quelques pays que ce soit d'ailleurs, les Chinois, pourquoi pas, les Iraniens, pourquoi pas, ou je ne sais pas qui encore, comment ils peuvent intervenir par des cyberattaques dans une campagne électorale où c'est le citoyen de base qui vote. Merci beaucoup Yves Bonnet. Mais je vous en prie.